Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est bientôt le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Donald Trump a promis de rendre sa grandeur à l'Amérique. Et cela passe, selon lui, par un projet de société conservateur qui met à l'honneur les valeurs masculines. Un projet masculiniste, selon de nombreuses associations féministes et LGBT+, car il permet de promouvoir les droits des hommes au détriment de ceux des femmes et de nier au passage toute autre identité sexuelle. Et c'est concret. Dès le 20 janvier, Trump a par exemple signé un décret affirmant que désormais les États-Unis ne reconnaissent que deux sexes, le masculin et le féminin. Et l'administration républicaine a déjà commencé à annuler tous les programmes visant notamment à favoriser l'équité et la diversité ou à soutenir le droit à l'avortement. Explications et analyses avec Maxime Forest, politiste, professeur à Sciences Po Paris, Christian F. Nunes de la National Organization for Women aux États-Unis et Tristan Cabello, historien et maître de conférences à l'université Johns Hopkins. Sur le fil. Nous sommes sous le feu des attaques. Les femmes, les filles, d'autres individus, des femmes transgenres ont été attaquées depuis que Trump a été réélu. Mais je tiens à le dire, ça a commencé lors de son premier mandat. Christian F. Nunes, présidente de NOW, la National Organization for Women, l'une des plus importantes organisations féministes aux États-Unis, fondée en 1966. Et effectivement, au début du premier mandat de Donald Trump, l'inquiétude était déjà très grande. À l'époque, début 2017, au lendemain de son investiture, des centaines de milliers de femmes avaient investi Washington pour une marche sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Pour ce second mandat, l'ambiance semble plutôt à la sidération. Il est vrai que Trump peut s'appuyer sur un socle électoral solide. Selon des sondages sortis des urnes, il a gagné du terrain avec les hommes qui ont voté pour lui à 55%, mais aussi parmi les femmes, en particulier blanches. Au total, 45% l'ont choisi, contre 41% en 2016. On s'en prend à notre autonomie. Nous assistons à une attaque contre notre droit de mener notre vie de manière indépendante. On cherche à nous reléguer au rang de citoyens de seconde zone. Des personnes de couleur sont attaquées, les communautés LGBT, même les personnes handicapées, toute personne qui ne correspond pas à un certain idéal selon leur idéologie suprémaciste. Selon l'historien Tristan Cabello, le plan de départ visant à réduire le nombre d'employés fédéraux devrait toucher davantage les femmes que les hommes. Ce qu'on appelle des entry-level jobs aux États-Unis, c'est-à-dire des emplois de secrétaire, dans l'administration, etc. C'était ce qui avait permis à toute une génération de femmes noires, latinos, dans les années 60-70, d'accéder à la petite classe moyenne. Et donc, ce sont beaucoup des femmes, en fait, qui vont perdre leur travail. Et donc, dans toutes les situations, en fait, lorsque on essaye un peu d'aller au-delà de l'écran de fumée, on se rend compte que toutes ces mesures, elles vont diminuer l'influence ou elles vont impacter en tout cas les femmes en priorité et puis les personnes qui sont racisées, qui sont dans des positions marginalisées. Le 27 février, un juge fédéral a ordonné l'annulation de ce plan de départ qui a déjà été accepté par plus de 75 000 fonctionnaires. Mais comme pour d'autres mesures prises par le DOGE, cette commission chargée de réformer l'administration, une bataille juridique jusqu'à la Cour suprême est probable. Selon l'historien, ces mesures, si elles sont confirmées, pourraient ramener le pays aux années 60, avant le Civil Rights Act, loi qui a mis fin à toute forme de ségrégation institutionnelle ou discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine. On essaie de revenir à l'époque avant le Civil Rights Act, à un moment où les États-Unis faisaient en sorte que les femmes donc aient accès, bien évidemment, aux emplois qualifiés, mais aussi les Afro-Américains, les personnes racisées, de faire en sorte que cette Amérique, qui était une Amérique très blanche, en tout cas dans les postes de très grands privilèges, les postes de pouvoir, très blanche, très masculine, bien se diversifie. Et c'est vraiment cette Amérique-là qui fait envie à Trump. Donc c'est vraiment un retour à cette Amérique d'antan,
très masculinisée, très patriarcale, très blanche aussi. Et pour moi, le projet masculiniste, alors on parle beaucoup en effet de ce projet masculiniste, il s'inscrit dans un projet peut-être un peu plus large qui est un projet tout simplement suprémaciste. Dès le jour de son investiture, Donald Trump a été très clair, la question du genre est centrale. This week, I will also end the government policy of trying to Cette semaine, je mettrai fin à la politique du gouvernement visant à inclure les questions d'ethnicité et de sexe dans tous les aspects de la vie publique et privée. Nous allons forger une société sans distinction de couleur et fondée sur le mérite. À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera de dire qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin. Exit la politique diversité, équité et inclusion, dite DEI, datant de 1964, qui favorise l'emploi des personnes marginalisées. Aujourd'hui, seul le mérite est le critère d'emploi. Ses opposants évoquent notamment le limogeage de l'amiral Linda Fagan, nommée par Joe Biden à la tête des gardes-côtes américains. Elle était la première femme à diriger l'une des 6 branches de l'armée. Et l'expulsion des athlètes transgenres des sports féminins et des personnes transgenres de l'armée, sauf dérogation, qui serait la garantie d'une efficacité maximum de l'armée américaine, selon Donald Trump. Pour nous assurer que nous disposons de la force combattante la plus létale au monde, nous allons débarrasser notre armée de l'idéologie transgenre. Cela va disparaître. En outre, nous empêcherons nos militaires d'être endoctrinés par des idéologies de gauche radicale, telles que la théorie critique de la race. Nous allons y mettre un terme. Cela a déjà été arrêté, cela a déjà été stoppé, totalement stoppé. La théorie critique de la race est une expression péjorative visant à dénoncer les enseignements de sensibilisation au racisme. Pendant sa campagne, Donald Trump s'est montré avec des chantres du masculinisme et a participé à des événements comme les combats de MMA qui glorifient la force masculine. Les patrons de la tech semblent s'aligner aussi. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a effectué un virage à 360 degrés. Alors qu'il se présentait comme un démocrate progressiste, le créateur et patron de Facebook a mis fin à la politique d'inclusion chez Meta. The Joe Rogan Experience. Et c'est au micro d'un podcasteur, Joe Rogan, libertarien pro-Trump, que Zuckerberg justifie ce revirement de management. L'énergie masculine, je pense que c'est bien. Évidemment, la société en est plein et la culture d'entreprise a essayé de l'éliminer. Mais toutes ces formes d'énergie sont bonnes et je crois au mérite d'une culture qui valorise un peu plus l'agressivité. Pour Maxime Forest, politiste et professeur à Sciences Po Paris, il s'agit de mettre en œuvre un projet de société plus large au service d'une catégorie de personnes. On a là d'abord des hommes blancs qui sont extrêmement puissants financièrement, qui ont fait l'essentiel de leur fortune autour de nouvelles technologies au sens large et qui se projettent dans un monde nouveau, celui de l'intelligence artificielle, par exemple, celui de l'informatique quantique, etc., dans lesquels ils voient notamment une sorte de réinvention de l'humain, d'augmentation de ses capacités, mais pas les capacités de tout le monde, les capacités des hommes comme eux, c'est-à-dire des hommes blancs. C'est une vision complètement hiérarchique, eugéniste du monde. Pour le politiste, c'est la démocratie qui est en jeu, puisque selon lui, quand des minorités ne sont plus protégées par le droit, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Donc c'est vraiment la revendication d'un ordre naturel auquel il faut souscrire, en considérant que toute forme de correction en faveur de l'égalité ou de la diversité est un dévoiement, est une ingénierie sociale intolérable et la remise en cause de privilèges légitimes. Donc il y a quelque chose d'extrêmement grave, de fondamentalement antidémocratique dans ces postulats-là. Le droit international, les droits nationaux, les droits constitutionnels, les ordres juridiques ont toujours vocation à protéger les droits des plus fragiles contre la dictature de la majorité. Et c'est un des éléments constitutifs de la démocratie. L'état de droit, c'est pas seulement les élections ou le plébiscite,
c'est l'élection plus la protection, la garantie des droits des minorités, ou des plus fragiles ou des plus vulnérables, et parfois les femmes appartiennent clairement à cette catégorie. Après quelques semaines de sidération, les groupes féministes semblent s'activer. L'objectif est de se préparer aux élections de mi-mandat en 2026, puis dans 4 ans, à l'élection présidentielle. On est en train de s'organiser pour faire des journées de lobbying aux États-Unis. On cherche à établir le dialogue avec nos membres et aussi avec des partis intéressés pour que tous se rendent compte de l'importance des thématiques liées aux femmes et de comment on doit riposter aussi bien à l'échelle locale que fédérale. On cherche à s'assurer que les personnes ont le bagage et les ressources nécessaires pour militer à leur niveau. On ne peut pas attendre 4 ans. Il faut agir maintenant. On va donc former aussi des candidats pour les prochaines élections. On va les former à la communication, à la défense des droits, à la manière d'aborder les questions politiques liées aux droits des femmes. Et on va aussi former les personnes qui vont travailler avec ces candidats. Donc notre travail commence maintenant. La solidarité entre femmes est une autre tactique possible. Elle a d'ailleurs été mise en place bien avant la réélection de Donald Trump, quand la Cour suprême a remis en cause la protection du droit à l'avortement. Une coalition nationale s'est alors formée pour permettre à des femmes de trouver le moyen de se procurer, par exemple, des pilules du lendemain. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors abonnez-vous et parlez de Sur le fil autour de vous. Ça nous aide beaucoup. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.